Donc on a ici de manière assez exceptionnelle, vous verrez au cours de la journée, des personnes engagées dans différents courants politiques avec différentes positions, dans différents types d'institutions. On a des députés donc, français, nous avons des parlementaires européens, des différents groupes politiques au niveau du Parlement européen, de tous les groupes politiques, à l'exception évidemment de l'extrême droite. Et nous avons de manière exceptionnelle la présence d'un sénateur qui vient également représenter l'ensemble du Parlement rwandais. Juste avant de lui laisser la parole, je voudrais vous annoncer aussi voilà, une décision que nous avons prise avec plusieurs des députés européens et députés français, qui est la constitution, à partir d'aujourd'hui, d'un réseau de députés européens, c'est-à-dire députés du Parlement européen et députés de Parlement d'Europe, un réseau qui n'existe pas aujourd'hui, dédié à la lutte contre le négationnisme, dédié à la prévention des génocides et à la transmission des mémoires, notamment des mémoires génocidaires. Ce réseau que nous créons, que nous annonçons et que nous créons à partir d'aujourd'hui ici, nous avons décidé que son premier acte, sa première action serait de se rendre en délégation au Rwanda, donc à Kigali, le 7 avril prochain, 7 avril 2016, donc, pour y participer aux commémorations du génocide. Bien évidemment, nous le ferons. C'est en effet un moment et une annonce importante. Il y a beaucoup d'autres combats que nous allons mener avec eux. On peut le rappeler, nous sommes très engagés également avec tous les militants en Turquie qui se battent pour la démocratie, en particulier pour la reconnaissance du génocide arménien. Nous avons lancé récemment également une grande campagne pour déplacer une porcherie qui est installée sur le site d'un camp de concentration pour Roms en République tchèque, impliqué également pour la transmission de la mémoire de la Shoah et contre le négationnisme, et de manière générale sur tout ce qui peut faire prévention de violences de masse et de génocide. Donc plusieurs des élus qui sont présents aujourd'hui ont déjà donné leur accord pour faire partie de ce réseau-là et pour se rendre à Kigali le 7 avril 2016. Bien évidemment, si nous sommes bien invités par le Parlement rwandais. Je vais donc laisser la parole à Laurent Nkouzi. Encore une fois, merci beaucoup et vous pourrez transmettre tous nos remerciements aux députés et sénateurs que nous avons rencontrés tant en juin 2014 qu'en avril 2015, avec qui nous avons élaboré cette idée de pouvoir créer des relations d'institution à institution, de parlement à parlement, notamment de parlement européen à parlement français à parlement rwandais, puisque les institutions qui normalement sont en charge de ces fonctions-là ne les occupent pas. Eh bien, c'est la société civile qui a permis de faire en sorte qu'il puisse y avoir une mobilisation institutionnelle, qui est une mobilisation qui fonctionne. Si il y a pu avoir un petit moment de panique et le lâchage de certaines archives le 7 avril dernier, attention, c'est un peu renversant, s'il y a pu avoir un lâchage des archives, c'est aussi parce qu'il y a eu une lettre ouverte au président de la République qui a été signée pour la première fois par de nombreux députés et de plusieurs groupes politiques. C'est également parce qu'une question au gouvernement a été posée. Donc nous savons qu'il est important de mobiliser les institutions et de, encore une fois, suivre le chemin de la jeunesse pour créer du lien et voir comment travailler ensemble, comment se construire un avenir ensemble. Je fais une introduction très longue, désolé pour cela. Je vous laisse la parole, Laurent Nkouzi. Respecter les règles protocolaires que je normalement suivies et dire tout simplement bonjour aux uns et aux autres et vous présenter les salutations des parlementaires, députés et sénateurs rwandais qui m'ont délégué ici. Je reviendrai brièvement sur le thème du colloque, le génocide contre les Tutsis, la vérité maintenant, parce que la vérité a été longuement occultée, et en conséquence la justice aussi. Et comme disent les Anglais, justice delayed, justice denied. Parce que si la vérité nous rendra libres, c'était le principe de l'établissement des Gacaca. Et comme disait Maire Ventretta, comment ne pas reconnaître un génocide? Et je cite, reconnaître, c'est connaître les caractéristiques d'une récession économique ou les signes d'annonciateur d'une catastrophe, c'est identifier
quelque chose, mais c'est aussi faire un aveu, admettre sa part de responsabilité. Et Mme Slimani y est revenue. Reconnaître un génocide, c'est d'abord connaître ce génocide et ensuite reconnaître la part de responsabilité des uns et des autres. Parce que finalement, la victime ultime du génocide, c'est la vérité. Il faut donc lutter contre les mensonges, les sophismes, les demi-vérités. Les faits sont têtus. Tant au niveau de la préparation de la construction du projet génocidaire, étudier les images de l'ennemi, la construction du discours de la haine, la mise en œuvre, les acteurs, et donc aussi la part des interventions étrangères, y compris la France, tous les mécanismes du génocide, mais aussi les conséquences de ce génocide, et notamment au niveau de la reconstruction et de la gouvernance actuelle. L'étude comparée des génocides montre qu'il y a des questions qui fâchent et où il est difficile de dire la vérité. On y est revenu ce matin, et je dirais tout simplement les différentes facettes du négationnisme. Dans une métaphore, belle métaphore que Bougingo nous dit que le génocide est un crime qui a toujours 3 vies. Il plonge ses racines dans la planification, érige son tronc dans l'exécution et étale ses branches dans la négation. Mais quel que soit le stade où il est rendu, le génocide s'abreuve toujours à une source majeure, celle de la négation. Et ça continue. Alors, autour de cette question du génocide et de sa négation, nous aurons des questions qui viendront se greffer, et notamment, et ça sera le thème du deuxième débat, celui des grands témoins et des historiens, c'est le pseudo-scientifisme, le scientisme au service de la confusion, toutes les formes du sophisme. Au Rwanda, il n'y a pas eu d'ethnie, c'est le gouvernement actuel qui nous le dit. Comment donc on peut parler de génocide? Ou bien, vous savez, tous ces gens-là, ils sont tous coupables. Déjà, on disait, en octobre 1994, alors que le gouvernement venait le nouveau gouvernement d'être constitué, on lisait dans certaines presses françaises, la démocratie qu'on nous annonçait ne règne toujours pas à Kigali. Un rapport d'Amnesty International dénonce la justice expéditive des nouveaux maîtres. Il n'y aura pas de bons et de méchants, les massacreurs et les libérateurs. Cette vision manichéenne, au nom de laquelle on a indignement caricaturé la France, l'action de la France. On ne laisse pas le temps. Et ça continue. Je peux vous donner l'exemple des chercheurs qui, pour nier le génocide, analysent la gouvernance. Aucun rapport. Je pourrais également dire autour de ces questions qui fâchent d'autres éléments qu'on peut analyser, n'est-ce pas? La planification ou la non-planification, le complot, le thème du complot, l'empire Himatutsi, le complot anglo-saxon, la perfide Albion, la guerre, le génocide confiné dans une histoire locale, composée de conflits, de guerres ethniques ataviques. Je ne veux pas citer dans ces pays-là, mais un autre passage du même auteur. En vérité, vous le savez, aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'autodétruire, et on ne peut pas demander non plus l'impossible à la communauté internationale, encore moins la France, tant elle est seule. Lorsque les chefs locaux décident délibérément de conduire une aventure à la pointe des baïonnettes ou de régler des comptes à coups de machette. Ça, c'est Biarritz. Voilà. Et donc,
je vais abréger sur ce point et revenir maintenant sur ce que les parlementaires peuvent faire. Hein. Tout d'abord, les parlementaires, ils légifèrent. Et donc, nous pouvons améliorer les uns et les autres nos textes législatifs pour réellement reconnaître le génocide rwandais. Et par exemple, s'il y a des textes qui punissent les négationnistes ici, que cela ne s'arrête pas à la Shoah seulement, à l'Holocauste, et que ça s'applique aussi à d'autres formes de génocide. Des lois sur les formes d'extradition. Il ne faut pas se contenter de dire tout simplement, ces pays-là, on ne peut pas savoir quelle forme de justice il y a. Donc, rendre une justice indépendante. Les problèmes par exemple, et ça, le Parlement rwandais l'a déjà fait, améliorer les textes, par exemple, relatifs aux crimes de l'idéologie du génocide et autres infrastructures connexes, infractions connexes. Je veux dire qu'à un moment donné, le texte, par exemple, de 96-2003 a été critiqué et le Parlement rwandais a essayé d'améliorer le texte dans le sens non pas sous forme de pression de l'Amnesty International, pour que les gens comprennent dans quelle mesure, quand même, l'idéologie du génocide et les autres formes de négationnisme doivent être punies et réduire les critiques des gens qui lient ce genre de justice ou de textes légaux et réglementaires avec ce qu'on appelle l'espace politique. Un deuxième élément, c'est la diplomatie parlementaire. Abtan vient de parler de la constitution de ce genre de forum d'association. Nous venons de parler, de créer, il y a un mois, au sein du Parlement rwandais, les deux chambres réunies, un forum parlementaire contre le génocide et les formes de négationnisme. Nous aimerions lier avec les parlementaires d'ici et d'ailleurs ici présents des formes de collaboration. Je terminerai en disant que, comme vous le savez, le gouvernement rwandais a été toujours ouvert pour accueillir aussi bien chercheurs, diplomates, qui, de bonne foi, bien évidemment, viennent au Rwanda pour recueillir le témoignage, écouter toutes les facettes du problème, et non pas ce qu'ils nous disent, n'est-ce pas, d'une manière un peu contestable, disent on va vous révéler la vérité non dite, cela ne s'est pas passé ainsi à Kigali, the untold story, ou encore, sous une autre forme rhétorique, la véritable histoire des génocides rwandais, ou ce qu'on vous a toujours caché sur l'un ou l'autre aspect du génocide. C'est un sujet trop sérieux pour être pris ainsi à la légère. Je vous remercie. Merci beaucoup donc de proposer d'accueillir cette délégation parlementaire. Et je crois qu'on a là deux éléments extrêmement importants. Le premier élément, c'est qu'il y a en effet déjà au sein du Parlement rwandais un groupe qui peut être un groupe partenaire, homologue de ce réseau français et européen. Et deuxièmement, quelques éléments d'une feuille de route partagée de ces deux réseaux-là, le comité au sein du Parlement rwandais et le réseau européen, notamment sur la question de la pénalisation de la loi, dont le rendu il y a quelques jours du Conseil constitutionnel peut amener à penser qu'il devrait y avoir une loi justement de pénalisation du négationnisme en France. C'est sûrement un sujet important à travailler pour les législateurs. Je passe donc la parole à une législatrice, Barbara Romagnan, particulièrement impliquée sur la question, particulièrement mobilisée par rapport à toutes les problématiques administrativo-politiques que nous avons pu rencontrer. Merci encore une fois pour ton engagement. Je te laisse la parole. Oui, je vous ai déjà dit tout à l'heure combien je trouvais à la fois frappant qu'il soit si difficile pour cette question de pouvoir rentrer au Parlement français et à quel point c'était
encore plus désolant que ce soit par le biais des socialistes aujourd'hui au pouvoir que ce colloque n'ait pas pu être tenu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je voulais insister, moi, sur quelque chose dont je crois qu'on n'a pas parlé encore, pardon, parce que j'ai raté le début des interventions de ce matin. C'est sur une part du génocide qui, je crois, aussi mérite qu'on y accorde une attention particulière. Je pense aux 250 000 femmes rwandaises Tutsis, qui ont été victimes de torture, comme d'autres, mais de viol aussi. Donc, quand il s'agit de viol, notamment avec une barbarie particulière, de viol notamment par des hommes séropositifs. Donc, il y a la violence tout court, plus celle de devoir en plus subir, de garder des enfants qui n'ont évidemment pas été désirés, choisis, mais en plus avec une maladie terrible. J'en profite pour saluer d'ailleurs la présence, je ne sais pas qui elles sont, mais je sais que si elles sont là ou qu'elles seront là tout à l'heure, quelques-unes des très nombreuses femmes rwandaises qui refont le Rwanda aujourd'hui, notamment au sein du personnel politique. Je crois que le Rwanda est aujourd'hui le pays qui a le record du monde en termes de représentation parlementaire des femmes, parce que je crois qu'il y a 58% de députés. Voilà, 64% des députés. Tant mieux, j'ai des problèmes à soulever, ça nous aidera sûrement. Donc c'est vraiment le record du monde, c'est là qu'il y a le plus de femmes parlementaires. Dire aussi que, vous le savez, mais vous dire aussi notre soutien, votre combat est vraiment essentiel et remarquable. J'avais noté notamment le fait que vous aviez réussi à faire adopter une loi sur l'héritage qui place les filles à égalité avec les garçons. C'est vraiment une avancée considérable, une loi aussi pour lutter contre toutes les discriminations qui sont liées au sexe ou au genre. Moi j'aime bien, je continue à dire sexe. Je voulais néanmoins revenir sur une discrimination qui persiste, qui peine parfois aussi à être endiguée en France et en Europe. Ça n'est pas propre au Rwanda ou aux pays qu'on dirait en voie de développement, celle de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Je sais qu'en 2012, et ça aussi c'est une avancée énorme, a été reconnue la possibilité de recourir à l'interruption volontaire de grossesse à la condition que la grossesse soit issue d'un viol, d'un inceste, ou que cette grossesse implique des problèmes de santé particuliers pour l'enfant ou pour la mère. Mais dans le même temps, j'ai lu qu'une ONG rwandaise qui s'appelle l'Initiative des Grands Lacs pour le développement et les droits humains a récemment présenté un rapport, je crois il y a 3 semaines, indiquant qu'un quart des femmes qui étaient incarcérées au Rwanda l'étaient pour avortement illégal. Alors, encore une fois, je pense que ce serait mieux que l'avortement soit légal tout court, mais je reconnais l'avancée importante que c'est simplement de reconnaître le principe que dans un certain nombre de situations, l'avortement pourrait être légal, même si je pense vraiment qu'il faut pouvoir aller plus loin. Mais on n'a pas de leçon à donner, je sais que vous vous battez beaucoup. Le problème, c'est notamment que les conditions pour pouvoir y recourir sont finalement inaccessibles, si je le comprends bien, parce que quand il s'agit d'un problème éventuellement santé, il faut avoir l'avis conforme de 2 médecins. Or, il y a un nombre de médecins extrêmement limité, donc c'est évidemment difficile, dans un contexte en plus culturel qui fait que ça n'est quand même pas tout à fait naturel. Et quand il s'agit de viol ou d'inceste, je crois qu'il faut avoir la reconnaissance d'un juge. Alors, je pense qu'il y en a dans la salle des femmes, alors peut-être des hommes et de façon un peu plus indirecte, qui ont déjà eu à vivre une interruption volontaire de grossesse. Quand on est en France, c'est déjà pas tellement rigolo. Mais si en plus il fallait aller devoir expliquer devant un juge, au-delà de la question des délais, qui est quand même pas une petite question sur un sujet comme celui-là, s'il fallait expliquer devant un juge ce qu'on a pu subir pour pouvoir justifier, éventuellement être autorisé à recourir à une interruption volontaire de grossesse, c'est vraiment assez invraisemblable. Donc là-bas, dans ces conditions, j'ose à peine l'imaginer. Donc voilà, je voulais demander aussi à ceux qui sont des vrais acteurs, je parle, depuis simplement mon point de vue avec des informations sans doute qui me manquent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour lutter contre cette discrimination qui est vraiment propre aux femmes et qui en plus doit renvoyer tellement de femmes aux violences qu'elles ont déjà subies personnellement ou bien en tant que femmes, comme les autres les ont subies avant. Ces viols, voilà, je pense que c'est important d'essayer de trouver comment faire, déjà rendre accessible ce nouveau droit, sans doute pouvoir aller un petit peu plus loin dans la législation et puis ne pas mettre en prison des femmes qui auraient recouru à un avortement
quand bien même on le reconnaîtrait comme illégal, puisqu'évidemment celles qui en sont victimes et celles qui sont en prison sont presque toujours celles qui sont aussi les plus pauvres et les moins susceptibles d'être protégées. C'est pour ça qu'elles se retrouvent en prison. J'espère que pour les autres, au moins, ça ne leur arrive pas. Voilà. On est en France, madame. Donc, Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, ça suffit. Monsieur, ça suffit. Monsieur, s'il vous plaît, on va continuer les prises de parole des politiques, parce qu'on a beaucoup de prises de parole. C'est pas la peine d'être agressif et d'agresser les gens. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Je vous répondrai dès que j'en aurai le temps. Monsieur. Parce que nous sommes en France. Ce sont Monsieur. les militaires français qui ont violé. D'accord ? Monsieur. Alors, que font les socialistes pour obtenir justice ? Non, mais je ne nie pas la Non, une seconde, responsabilité des Barbara. militaires Barbara, français. une seconde. Non, Barbara. Non, ça se passe pas comme ça. Excusez-moi, ça se passe pas comme ça. Ouais, ben moi, Non, ça ne se passe pas comme ça. Ben, vous êtes en France. Vous êtes citoyen français. Il y a beaucoup de citoyens français dans la salle. Oui, mais il y a le droit de... Non, ça suffit. La parole n'est pas que pour vous. Il y a beaucoup de gens qui doivent parler ici. Vous aurez le temps de parler tout à l'heure, comme on en a parlé ce matin. Aussi en France, le peuple des fois prend la parole. Vous n'êtes pas représentant du peuple. Justement, les représentants du peuple doivent prendre la parole. Le sujet est évidemment un sujet qui fait montrer beaucoup de passion. C'est pour ça qu'on est là, justement. Et c'est notamment avec tous les individus, et notamment tous les représentants du peuple qui sont élus, qui sont présents ici, qu'on fait beaucoup avancer les choses. Il ne faut pas se tromper, d'adversaire. Il ne faut pas se tromper de problématiques. Il faut aussi, j'ai pris un peu de temps malheureusement pour qu'on puisse continuer, laisser les intervenants pouvoir intervenir. Il y aura des temps d'échange, d'interpellation, c'est normal d'être énervé. Non, pas désolé, c'est normal d'être énervé. C'est normal de pouvoir d'exploser, c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible et encore une fois, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'en fait, c'est un sujet qui est extrêmement violent. Et un sujet qui nous bouleverse tous, nous atteint tous, et des fois on réagit, on ne sait pas trop pourquoi, de manière un peu décalée, comme ça a été le cas, merci. Maintenant je vais continuer les prises de parole des politiques qui ont pris leur temps, et comme Barbara, qui ont pris beaucoup de temps auparavant pour faire en sorte que ce colloque ait lieu, qui se battent au sein de leur parti, qui sont vraiment sur la ligne de front, qui ont pris des risques, qui ont pris des coups, qui prennent des coups et qui vont encore en prendre. Et si le colloque se tient aujourd'hui, c'est grâce à Noël Mamère, et c'est également aussi grâce à Barbara Romagnan. Je voudrais remercier encore une fois. Je vais laisser la parole. Puisque justement une des caractéristiques de cette mobilisation est d'avoir des personnes de différents partis, de différents pays. Là, de différents partis, après l'intervention donc de Barbara, qui est au Parti Socialiste, Meir Habib, député UDI. Merci Benjamin Aptan. Mes chers amis, il y a 21 ans, 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, issus de la minorité Tutsi au Rwanda, ont été massacrés en 90 jours dans l'indifférence coupable des nations. Comment tout cela a été possible ? Comment, encore une fois, le monde a pu rester passif ? Pourquoi cette indifférence ? Pourquoi cette capacité d'indignation sélective ? C'était donc pour moi avant tout un devoir moral, lorsque tu m'as invité à ce colloque, de m'associer à cette initiative. D'abord, en tant que député de la République, et j'aurais aimé qu'il y ait plus de députés aujourd'hui. Après, tout simplement, en tant que simple citoyen, en tant qu'humaniste, mais aussi en tant que Français juif. J'accorde une importance fondamentale à la transmission et à l'histoire du dernier génocide du XXe siècle, comme de tous les génocides, et à un travail de vérité. Le travail de mémoire est d'abord essentiel pour rappeler inlassablement cette vérité. L'humanité, la civilisation, notre civilisation, la République, notre République, sont fragiles. Nous devons les aimer et les protéger de toutes nos forces. Aujourd'hui encore, en octobre 2015, chaque jour ou presque, nous nous rendons compte de ce qui se passe dans certaines parties du monde, comme en Syrie, en Irak, en Libye, en Afrique, à quelques heures d'avion de chez nous. On massacre des civils, on décapite, on crucifie, on viole des yazidis et d'autres.
dans un silence assourdissant. On met en esclavage et on détruit aussi le patrimoine de l'humanité. Or, la mémoire, c'est avant tout notre premier patrimoine. Il faut l'entretenir et la transmettre aux générations futures. À cet égard, je tenais à rendre un hommage aux justes et aux rescapés ici présents. Ils font un travail difficile, mais leur contribution est essentielle. Merci. Pour nous, Français, ce travail de mémoire est indispensable, il est fondamental, car la transmission est de plus en plus difficile. À l'heure où on banalise les génocides arménien, on en a parlé tout à l'heure, à l'heure où dans certains établissements aujourd'hui, en 2015, les professeurs ne peuvent plus enseigner la Shoah, à l'heure où les discours de haine et les entreprises de déshumanisation foisonnent, il faut donner de la voix et faire vivre ces leçons pour l'humanité. Le travail de mémoire, dans le respect de la vérité, dans le respect de toute la vérité, quelle qu'elle soit, est la meilleure réponse de la fraternité à l'intolérance. Ce travail est encore essentiel pour nous, politiques, parce que le péril génocidaire n'est pas derrière nous. Le XXe siècle fut, hélas, aussi le siècle des génocides. Pour autant, le XXIe que nous abordons n'est pas immunisé, loin de là. En tant que député des Français de l'étranger, et notamment des Français d'Israël, je ne peux accepter qu'en 2015, des dignitaires iraniens continuent à appeler presque chaque semaine, dans un certain silence, à rayer Israël de la carte. En ce qui concerne le génocide Tutsi au Rwanda, la classe politique française doit poursuivre ce travail de mémoire. Si on a renoncé au discours ambigu de double génocide, si l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a effectué un voyage en février 2010 au Rwanda et a reconnu certaines erreurs, ce travail doit être poursuivi et achevé. C'est pour ça qu'il me semble important, voire indispensable, tant sur le plan symbolique que politique, qu'une délégation ministérielle française participe aux commémorations du génocide le 7 avril 2007 au Rwanda. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Meyer. Donc, nous avons des députés parlementaires français qui rejoignent donc la délégation pour le 7 avril prochain à Kigali. Il y a également Julie qui a déjà inscrit dans son emploi du temps le déplacement pour le 7 avril prochain à Kigali. Julie Ward, qui est donc députée européenne du Parti travailliste britannique et qui a pu trouver le temps dans son emploi du temps entre la Grande-Bretagne et la Belgique pour venir ici, notamment intervenir ce matin. Je laisse la parole. Bien, je suis très désolée parce que je ne parle pas bon la française. Et aussi, les mots que je dis sont très importants. Donc, mon ami, il dit mon mot en français pour tout le monde ici. En tout cas, je vais essayer. So, thank you for asking me to speak about this important issue in the company of elected representatives, campaigners, academics, historians, journalists, members of civil society, students, victims, witnesses, and those who risked their lives to protect others during the genocide against the Tutsi. Je vous remercie de m'avoir demandé de parler avec vous de cette chose très importante, avec des militants, des intellectuels, des historiens, des journalistes, des membres de la société civile, des étudiants, des victimes, des témoins, et ceux qui ont risqué leur vie afin de protéger des autres pendant le génocide. Human rights. Can people hear? Yeah, okay. Oh, no. Yeah. Oh, pardon. You must keep an eye, so Ah. we have to do this. No, but I Ringing. If it's your one, you can maybe
Oh, maybe it's this. Okay, okay. Human rights, women's rights, and the rights of the child are very important to me. I try to carry out my role as a member of the European Parliament in a compassionate way, through the prism of social justice, and always with the hope that we can build a better future for the youngest members of our society. Sometimes this means that we have to face uncomfortable truths and acknowledge a multiplicity of realities. As history is subjective and contested depending on where you come from and what you were taught, it all depends on context, and in the case of Rwanda, many complex narratives are at play. Les droits de l'homme, les droits des femmes et les droits des enfants me sont très chers. J'essaie de jouer mon rôle en tant que membre du Parlement européen avec la compassion, à travers un prisme de la justice sociale et toujours avec l'espoir qu'on peut construire un meilleur avenir pour les membres les plus jeunes de notre société. Parfois, ça veut dire qu'il faut faire face aux vérités inconfortables et reconnaître des réalités multiples, vu que l'histoire est subjective et contestée, dépendant d'où on vient et de ce qu'on a été appris. Tout dépend du contexte, et dans le cas du Rwanda, il y a beaucoup de narratifs complexes en jeu. Firstly, I want to commend my fellow MEPs and other politicians from France, Europe, and Rwanda for having the courage and the sense of duty to initiate and participate in a process that will work to achieve justice for everyone. Victims of violence are not simply those that died, but also those that were in other ways caught up in the terrible events that seemed unstoppable, and those that live on now, often in the shadows of personal and collective tragedy. D'abord, je voudrais féliciter mes collègues, membres du Parlement européen, et des autres hommes politiques de la France, de l'Europe et du Rwanda, d'avoir le courage et le sens de devoir qu'il faut pour initier et participer à ce processus qui va travailler afin d'établir la justice pour tout le monde. Les victimes de la violence ne sont pas que ceux qui sont morts, mais ceux aussi qui se sont trouvés embrouillés dans ces événements atroces qui paraissaient impossibles à stopper. Et ceux qui vivent maintenant, souvent dans l'ombre d'une tragédie personnelle et collective. What I see happening here today is a genuine attempt to take stock of the past in order to build on the positive and successful social and economic policies that Rwanda has been pursuing over the past 2 decades. Because, against all the odds, the country has emerged from conflict to become, in many ways, a success story, known for its progress on gender equality, as we've just heard, education and health, its low levels of corruption, and for its high-quality niche markets such as the coffee export business. Ce que je vois se passer aujourd'hui, c'est un vrai essai de se rendre compte du passé, afin de construire à partir de la politique sociale et économique positive et avec de la réussite que le Rwanda a poursuivi au travers des 2 dernières décennies, puisque contre tout, malgré tout, le pays s'est émergé du conflit et est devenu de plusieurs manières une histoire de réussite, connue pour son progrès dans les questions de genre, l'égalité, l'éducation et la santé, ses niveaux bas de corruption et pour la qualité élevée de ses marchés niches comme l'export du café. First and foremost, we need to recognise that we all have a responsibility in reconciliation processes.
those of us in the West, the post-colonial powers, we also need to be part of the healing process, as our governments are bound up with Africa's history, and it is often our forefathers' actions or their complicity that exacerbated or provoked ethnic tensions. We need to recognize the changed relationships between us, to respect Rwanda's independence and sovereignty. It is for Rwandans to determine their own destiny, and for us to support as friends, but not to lead. In that respect, I'm glad that I and other elected members of the UK and French governments and the European Parliament are here, in person and in spirit, as friends, to pledge our support. Ouais. Avant tout, il faut reconnaître que nous avons la responsabilité dans le processus de réconciliation. Ceux parmi nous de l'Ouest, des pouvoirs post-coloniaux, nous aussi avons besoin de participer aux guérisons, au process de guérison, vu que notre gouvernement font toujours partie de l'histoire africaine et que c'est souvent nos aïeux, les actions de nos aïeux ou leur complicité qui ont exacerbé et provoqué les tensions ethniques. Nous avons besoin de reconnaître le changement dans les rapports entre nous, besoin de respecter l'indépendance du Rwanda et son souveraineté. C'est pour les Rwandais de décider leur propre destin et pour nous de les soutenir en tant qu'amis, mais pas en tant que gouvernants. Par rapport à cela, je suis content, je suis heureuse que moi, ainsi que d'autres élus des gouvernements français et britanniques et des élus du Parlement européen sont là en personne ou en esprit, en tant qu'amis, qui s'engagent à donner leur soutien. In any discussion about genocide, we must be able to speak freely and respectfully to each other without taboo and without fear in order to move on. Where there is genocide denial, we must expose and fight it. We must honour and give value to the experiences of those who suffered. We must assert that to speak the truth, to acknowledge political failure and complicity, to say sorry, is both necessary and a strength, not a weakness. We must be vigilant in respect of defending the right to freedom of expression, including legitimate political debate and opposition. This is the essence of a healthy democracy. Dans toute conversation sur le génocide, nous devons être capables de parler librement et avec du respect l'un pour l'autre, sans stigmatisation et sans peur. Là où il y a du négationnisme, nous devons l'exposer et se battre contre ce négationnisme. Nous devons honorer et donner juste valeur aux expériences de ceux qui ont souffert. Nous devons assurer, nous devons valider et parler la vérité afin de reconnaître les échecs politiques et la complicité, afin de dire sorry. Ce n'est pas, c'est à la fois nécessaire et une force. Ce n'est pas une faiblesse. Nous devons être vigilants par rapport aux défenses du droit de la liberté d'expression, y compris le débat politique et l'opposition. C'est l'essence d'une démocratie
en bonne santé. As a member of the European Parliament's official delegation for relations with Bosnia, Herzegovina and Kosovo, I am involved with other communities coming to terms with recent violent history fueled by racism and xenophobia. And in these relations, I have noted several things that may be useful to share. En tant que membre de la délégation officielle du Parlement européen pour les rapports avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, j'ai participé avec d'autres communautés. J'ai participé avec d'autres communautés dans la prise en compte de la violence, de l'histoire violente toute récente, provoquée ou véhiculée par le racisme et la xénophobie. Okay, that the past cannot be erased and we must learn to live with it but not be paralyzed by it. That memorials and sites of conscience are important but should take account of a multiplicity of experiences and voices. That the involvement of civil society actors is crucial for any long-term sustainable emotional resilience, and that this requires protection of freedom for grassroots organisations to form and organise themselves in response to local needs. That arts and cultural activities are powerful tools for dialogue and better understanding, especially amongst the young. That the media plays an important role in both suppressing and admitting the truth, as well as being an opportunity for honest dissemination. Therefore, we need to encourage media education and media literacy, creating a questioning community amongst the young. That young people and future generations must be given the space and resources to create new, cohesive, post-conflict communities and not feel burdened by the past. That this must include opportunities for young people from different communities and different ethnic backgrounds to meet, work together in open, honest, respectful ways, shaping and organising their own lives, demonstrating the positive leadership that we have seen here today. That this all requires enormous care, sensitivity, and the reinforcement of rights, such as the right for children to play, to learn, and express themselves creatively. So it is with these points that I pledge my support to a network of genocide prevention and look forward to being with you as part of the delegation in April next year. And I'm so sorry I can't speak French because this would all be done in half the time. So apologies. Thank you. Thank you very much, Julie. It's okay if you don't speak French, don't worry. And thank you very much for the hard translation also, Henry. Donc on a des promesses de venir à Kigali en avril, également des premiers éléments pour une feuille de route partagée, dégagée par Monsieur le Sénateur et par Madame la députée Romagnan pour justement commencer le travail interparlementaire. Donc merci beaucoup pour vos contributions. Je vous demandais donc de pouvoir laisser la place aux prochains intervenants qui vont venir, mais comme tous les intervenants n'ont pas pu venir ici aujourd'hui, certains nous ont laissé des vidéos, d'autres des messages qui vont être lus par des militants. Donc on va avoir tout de suite la vidéo de José Ignacio Faria. Initially, I would like to congratulate the European Grassroots Anti-Racist Movement, EGAM, for organizing this important event and everyone present for attending it today and supporting this initiative. It's been 21 years since the Rwandan genocide, in which 1 million people lost their lives. Many historical facts still remain untold, and numerous participants in the genocide continue to live in perfect impunity. In 1994, the international community was not able to avoid or to intervene on the genocide against the Tutsis. There was omission from world powers and a great delay to act. Today, there cannot be omissions anymore. That is why we need to appeal for all actors involved to tell the truth and clarify the facts, a step that is so essential for both national and international reconciliation. All actors must recognize their actions and mistakes so we can learn from past experiences and avoid the same mistakes to be committed again. We need more transparency regarding the memory of the genocide and each actor's responsibility. Only with truth there can be peace and justice. That is why this event today is so relevant. It allows us not only to support the survivors, but also to enhance the transition of a truthful memory.
Knowing the truth on the Rwandan genocide is primary for the international community, civil societies, and of course, mainly the Rwandan people. You can count with my support on this fight against complicit silence and impunity. Je vais laisser Hélène Meyer, qui a énormément travaillé sur tout le colloque de la journée, lire le message de Michel Rivasi. Hélène. Toute la lumière doit être faite sur le rôle de la France lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En tant que députée européenne attachée à la transparence dans tous les domaines, je tiens à saluer le combat du mouvement antiraciste européen afin que toute la lumière soit faite sur le rôle de la France lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Si la France a déclassifié les archives de l'Élysée de l'époque, beaucoup de documents essentiels restent toujours secret défense. Qu'en est-il des archives du ministère de la Défense ou de celles du ministère des Affaires étrangères ? De plus, les dossiers instruits par le pôle Crimes contre l'humanité et génocide, qui visaient les militaires français qui étaient intervenus dans le cadre de l'opération Turquoise au Rwanda, ne sont toujours pas déclassifiés. Pour la mémoire des 800 000 victimes, l'omerta doit donc être brisée. La France doit sortir du déni et faire toute la transparence. Les États-Unis et la Belgique ont reconnu la part de responsabilité de la communauté internationale dans le drame rwandais et ont officiellement demandé pardon au Rwanda. Ce serait l'honneur de la France, empêtrée dans son silence et hantée par son passé, de suivre le même chemin que ses partenaires occidentaux. Merci beaucoup Hélène donc, pour ce message de Michel Rivasi. Je vais passer directement la parole à Fanélie Carré-Comte, qui est députée socialiste de la 15e circonscription de Paris. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à EGAM et à l'ensemble des partenaires pour l'organisation de cette initiative. D'abord, moi, je suis très heureuse que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui dans l'un des parlements de la République. Et je suis très heureuse que le Sénat et les sénateurs aient rendu possible ce qui, malheureusement, n'a pas été possible à l'Assemblée nationale et ce qui est, je crois, vivement regrettable. Il se trouve que hier soir, j'ai commencé un livre qui s'appelle « Le conte de la pensée dernière » et qui parle du génocide arménien, et dans lequel j'ai trouvé une phrase qui m'a tout de suite fait penser à ce que j'allais faire aujourd'hui en venant intervenir auprès de vous. Et je vais vous la donner. Dans le livre, le narrateur en fait est à la recherche d'archives sur le génocide arménien et il se voit opposer à ses recherches dans les archives cette phrase un peu ironique. On lui dit: il ne faut pas épousseter l'oubli, c'est trop dangereux d'épousseter l'oubli. Eh bien moi je pense que c'est l'inverse, il faut au contraire épousseter l'oubli, et ce qui est dangereux c'est de laisser la poussière sous le tapis et de faire en sorte que des zones d'ombre demeurent dans des événements comme c'est le cas encore aujourd'hui pour le Rwanda. Donc je crois que ce travail de mémoire, ce travail de vérité est justement absolument fondamental pour notre avenir collectif. Et donc oui, il faut épousseter l'oubli, et je crois que le travail que vous faites ce matin y contribue grandement. Le travail de mémoire donc, qui est fait ici, quant à ce qui fut, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, le dernier, le plus rapide génocide du XXe siècle, est indispensable parce que je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que le but des génocidaires n'est pas seulement d'exterminer un peuple, mais bien d'aller au-delà, d'aller jusqu'à la négation même de l'existence de ce peuple et de faire comme si les gens n'avaient jamais existé. Et je crois que c'est en ça aussi que le travail de mémoire est fondamental. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être au Père-Lachaise au moment où Anne Hidalgo a inauguré une stèle en mémoire des victimes du génocide rwandais, en présence de l'ambassadeur du Rwanda et de responsables de l'association Ibuka France. Je crois que ça a été un moment qui était vraiment important pour qu'on puisse continuer à faire vivre ce travail de mémoire et aussi pour que les familles aient un lieu pour se remémorer notamment les victimes sans sépulture. Et donc je crois que dans la lignée de ce qui a été fait par la ville de Paris au Père-Lachaise, toutes les actions qu'on peut continuer en ce sens sont évidemment fondamentales, mais il faut aller plus loin. Et là je vais redire des choses qui ont été dites je crois par de multiples intervenants précédemment. Il faut continuer à faire ce travail de vérité et de mémoire, et il faut s'adresser aujourd'hui encore fortement aux autorités françaises pour que toute la lumière, toute la vérité soit enfin faite sur ce qui s'est passé et sur le rôle de l'État français au moment des événements et du génocide rwandais.
Et notamment cette question de la déclassification doit aller beaucoup plus loin. C'est ce que disait Michel Rivasi dans l'intervention qui a été lue. Il faut qu'on aille au bout de la déclassification de l'ensemble des archives de tous les ministères. Et je crois que là, il y a vraiment un travail que les parlementaires doivent pouvoir continuer à impulser. En tout cas, moi, je continuerai à me prononcer en ce sens. Voilà. Et je voudrais simplement finir en disant que je suis vraiment très attachée, je crois que vous tous aussi ici, hein, à l'universalité du combat qui est le vôtre à travers ce combat de mémoire et de vérité sur le génocide rwandais. Je crois que ça a été très clairement dit aussi dans les interventions précédentes, hein, mais évidemment ici, pas de concurrence mémorielle, pas de hiérarchisation entre les causes. Quand on se mobilise pour faire toute la lumière sur le génocide rwandais, c'est se mobiliser pour faire toute la lumière sur l'ensemble des génocides, contre toutes les formes de violence, de haine et de discrimination des peuples partout dans le monde. Moi, je relis beaucoup en ce moment Frantz Fanon qui dit beaucoup de choses sur l'universalité du combat pour l'égalité, le respect et la dignité. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que je crois qu'au final, ce qu'on est en train de faire là, c'est simplement le combat pour le respect de la dignité et de l'humanité de tous sur notre planète. Et je crois vraiment que cette dimension universelle, elle est fondamentale. Voilà. Encore merci pour votre action et votre engagement. Merci beaucoup, Vanili Carré-Comte. Je vais passer la parole à Boris Zala, qui est député européen de Slovaquie, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, qui est donc également venu spécialement de l'étranger pour intervenir ce matin. Merci beaucoup de votre présence. Je vous laisse la parole. Merci. I have the same problem as some my predecessor. I don't speak French. I'm sorry about it, but I really warmly welcome the initiative of EGAM, not only the practical steps for commemoration of the genocide against the Tutsis, but the effort to lift it at the level of the European Union at large. I think it's very important not to be separated only in some nations, but to put all these questions on the level of the European Union as a whole. And the universal message of the Holocaust lays not only in the condemnation of the genocide of Jews, but genocide generally. But it is not enough. Every genocide is based on the racist prejudices or ideologies, whether based biologically, my race is evolutionary higher or highest, based on religions, that is the very, very important in these days and for the future, because the belief that our God is the only right one, and to believe in another God is a disgrace of my deity. The genocides based on the ethnic, tribal, biological, or religious differences are the biggest threat for the humankind, exactly because they don't have a notion and vision of humankind at all. Those threats can be overcome only by the idea of an equal humanity within every human being. What meets the world is the complete new planetary spread second enlightenment. I like this expression, the second enlightenment, because the first enlightenment was very limited on a very small space of the world. The Hindu must understand that the Muslim is a human being and vice versa. The same must be in the mind of an Orthodox Jew, evangelical Christian, or Buddhist. Every tribe, ethnic, nation must see members of the other tribe and nation as his fellow human beings with the same right to exist as I claim to myself. It sounds as something absolutely obvious, but it is in most part of the world and in the most hearts and minds not. Moreover, the idea of universal unity of humans, the equality of humanity for all must amount in the endeavor to establish something I call humanopolis, not a cosmopolis, because not the cosmos can be source of humanity, but the human being itself. Therefore, humanopolis. I am not speaking about the institutions. I am speaking something about in our hearts,
To achieve it is the greatest task for all who call and understood themselves as humanists and progressives. I agree with the French new philosophers who condemn the idea of progress as the automaton, as the machine producing the good. But the effort of all people, movements, and organizations toward a universal humanity, toward a surmounting of racial, religious, and ethnic division is a progress, the real one. Until there are those divisions without practical acceptance of the universal humanity, the genocide is the permanent threat. And we must not wait, as it rightly put Bernard Henry Levy, until the massacre will reach the maximum genocidal level on the Richter scale of horrors. Thank you. Thank you very much. Sorry, thank you very much, Boris. I'm going to give the floor to Andrew Mitchell. Andrew, please. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Je suis désolé, mais je vais parler en anglais parce que je parle français comme une vache espagnole. Thank you very much for the opportunity to come and join you today. I come from the centre-right, the Conservative Party in Britain, but I want to endorse virtually everything I have heard so far today. And I thank those who have organised this meeting, which seems to me to be both constructive and in places inspirational, and I congratulate them on that. The first time I came across the issue of the Rwandan genocide was on a visit to Auschwitz organised by the Holocaust Memorial Trust, and two people from Rwanda had come to talk to those who were going to Auschwitz to learn about what happened there, about what had happened in Rwanda. And subsequently, when I was the opposition spokesman in Britain for international development and the member of the British cabinet responsible for international development, I went frequently to Rwanda. I went there first of all to try and discover how on earth a country that has been to hell and back in the way that Rwanda has is able to reconstruct itself as it has done so brilliantly. And then also I went there and started a project for the Conservative Party in Britain so that people from cabinet level down to grassroots could learn from the Rwanda experience and also see for themselves why contributing and committing to international development is so important. So I regard myself as a strong friend of Rwanda. I want to make just 5 very brief points. The first is that we need to accept that there is not full recognition of the genocide in Rwanda across the world. I think particularly of the disgraceful film made by Jane Corbin on the BBC, called, I think, The Untold Story, which is the subject of a substantial complaint to the BBC. That complaint is unlikely to be dealt with appropriately by the BBC because they are marking their own homework, as it were, and it will then be referred to Ofcom. But there will be a substantial body of parliamentarians across all political parties who are strongly opposed to the way the BBC connived in genocide denial. It was not a well thought through programme, and indeed the American researchers who peddled the idea that it was not a genocide of the Tutsi are well known for these outrageous views. So recognition and the importance of opposing genocide denial is my first point. My second point is that we need to recognize in the case of Rwanda the abject failure of the international community, particularly the United Nations, in tackling what was known to be an appalling loss of life. And we need to recognize that the United Nations failed. France was, of course, as has been very honestly said here today, in the lead, really, in Europe, knowing Rwanda much better than the other countries did. But it was a United Nations failure from the top. And we talk today about the responsibility to protect, the importance of that. We need to learn the lessons which we have not yet learned of the failure to protect by the whole of the international community of Rwanda. And it is why Rwanda is so sceptical today about the workings of the United Nations, which even long after the genocide have continued to bear down on them in a way that many of us believe is totally unfair.
The third point I wanted to make, and it's a point which has been alluded to today with great integrity, is that transparency and openness are critical. Sunlight is the best disinfectant. And, you know, part of the reason why France was involved, and I take no pleasure in saying that France was complicit in the genocide, was because the policy towards Francophone Africa was run out of the Élysée, I think by the son of the President Mitterrand, and it was not accountable to the French Parliament. So there was no accountability of the actions that were taken by the government. And we need to learn that lesson in the case of transparency. And I would just say that human rights are championed across the left and the right. You know, if you swallow hard, Mrs. Thatcher was very good on some aspects of human rights. Tony Blair was very bad on some aspects of human rights, in trying to introduce, for example, an identity card. But the point is that no one has a majority of views on human rights, and we should all of us be suspicious of the state, because the state is not some all-seeing God who knows everything and sees everything. It is people like us, with our prejudices and our preconceptions and our views. So don't work this through. Do not allow the state additional power over its citizens, which you do not have to give it. My fourth point is that although in Britain we knew little about what was going on, President Mitterrand used to explain that it was a civil war and not a genocide. Nevertheless, in Britain, there were people who knew what was going on, and we take our share of responsibility as well. You know, I think if you look, I have been to Murembe in Rwanda, the place where the French forces were billeted in Opération Turquoise. And to go there, the most accursed place on earth, because it is so beautiful, and on a Sunday you can hear the singing in the churches. But yet it is the place where nearly 50,000 people were massacred. And when the French came, they bulldozed the bodies into a pit, put concrete on top, and played basketball on the top of it. It is still one of the things the Rwandan people find most offensive about the events surrounding the genocide. And my final point is simply this. You know, we all said after the Rwandan genocide, never again. And yet it is happening today in Syria, where hundreds of thousands of people are either dead or are in deep, profound peril today. And the world has not found the will and the skill to accept its responsibility to protect this second world country where half the people, 11 million people, are on the move and are living in danger, where children are not being educated, where there is chaos it will take a generation to recover from. The UN, which was founded to confront issues like this, has been woefully inadequate. And I submit to our convener that one of the lessons of all of this is to remind us that still today we have not learnt those lessons from the Rwandan genocide. Thank you very much. Thank you very much, Andrew. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Nous avons également deux vidéos d'autres députés qui nous apportent un soutien. Peter Maywald, qui est député écologiste au Bundestag. La vérité, maintenant, ou laissez-moi le dire peut-être plus clair tout de suite. Chers participants activistes de ce congrès sur le génocide au Rwanda, Monsieur le Président de l'EJAM, Monsieur Benjamin Harton, Honorable Monsieur l'ex-ministre Bernard Kouchner, honorables collègues parlementaires de différents parlements, estimés rescapés du génocide au Rwanda et des autres crimes contre l'humanité n'importe où au monde, estimés scientifiques et journalistes, amis représentants de la jeunesse active du monde, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. Vous adresser quelques mots du point de vue allemand sur votre sujet. Comme Allemand, je suis conscient de vivre avec l'histoire des poids lourds des génocides commis par mon pays, comme en Namibie contre les Héréros et les Namas, et surtout contre les Juifs, les Roms, les homosexuels et beaucoup d'autres peuples et groupes.
Et aussi, il y a le génocide contre les Arméniens, les Assyriens, les Pontus grecs et d'autres par les Turcs avec le support des Allemands en 1915. Ça fait honte. Surtout quand on dit qu'on doit constater qu'avec toute la connaissance de l'histoire à Cambodia, à Srebrenica, aujourd'hui en Irak et Syrie contre les Yazidi people, les mêmes choses peuvent se passer sous nos yeux de jour à jour. Et le Rwanda de 1914 était vraiment horrible. Moi, qui connais le pays depuis 1989, j'avais vécu dans le pays en 1991 et 92. J'ai pu sentir dans ce temps-là comment l'euphorie de Perestroïka de 1989 avait laissé la place sous le poids lourd des programmes d'ajustement structurel ordonnés par le FMI, c'est-à-dire nos pays dits du Nord, à une tension de plus en plus agressive. Les idéologies des Hutu Power et des Interahamwe ont été bien connues par les casques bleus stationnés au Rwanda, du même comme à New York et dans nos gouvernements ici en Europe. Mais on n'a pas voulu s'en intéresser suffisamment. Après le désastre en Somalie, on avait préféré regarder le honeymoon de l'Afrique du Sud après l'apartheid. En même temps, où le génocide commençait le 7 avril, il y avait les Français sur une côté, les Belges et les Américains sur l'autre côté, et les casques bleus au milieu, sans un mandat assez robuste à protéger les gens. Nous tous, nous connaissions les horreurs des 100 jours y suivants. Depuis, beaucoup de choses ont été faites pour les commémorations des processus juridiques pour la réconciliation et la reconstruction des pays. Et on doit constater qu'il y avait des responsabilités partout. Notre Parlement allemand a commencé l'année passée de rechercher sur le rôle des peu soldats allemands au Rwanda à l'éclatement du génocide. Qui a su quoi? Qui avait soutenu qui? Et sur l'événement Kwibuka 20 en 2014, nous étions à Kigali avec une délégation tripartite des parlementaires allemands. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré une délégation française officielle, bien reconnaissant que vous, Monsieur Bernard Kouchner, étiez participant à la conférence à Kigali aussi. De notre histoire avec la Shoah, nous Allemands, nous savons bien que bâtir le futur et vivre une vraie réconciliation fonctionne seulement quand au début chacun reconnaît ça, que c'était passé et sa responsabilité y dedans. Rompre le silence, c'est la base. Never again. Alors, laissez-moi vous encourager pour vos efforts à cette conférence, mais aussi pour l'idée d'envoyer une bonne délégation à Kigali à l'occasion des prochains jours de commémoration à l'avril 2016. Ça peut aussi aider au peuple rwandais dans leurs efforts de réconciliation et d'un bilan honnête des événements de 1994 et du génocide. Pour un meilleur avenir des relations entre nos peuples et pays, mais aussi des perspectives pacifiques pour le Rwanda. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec la petite vidéo de Brando Benifei, qui est député européen d'Italie, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Dear friends, I'm sending you this brief message as I could not be with you today in this important event. As a member of the European Parliament, I'm a firm supporter of the founding values of the Union, among which the most important are the respect of human dignity and human rights. The Rwandan genocide was a world tragedy to which the international community was not able to respond effectively. Even the Secretary General of the United Nations said on the occasion of the 20th anniversary of the genocide that we did not do enough to prevent it. It is a profound wound in our recent past, and I stand with you in saying that the truth must be outspoken.
The thousands and thousands of victims and their families need justice, and Rwanda finally needs to find relief. The EU stands with Rwanda in supporting the country's struggle to get over this looming legacy and retrieve reconciliation and social cohesion. Tragedies just as the Tutsi genocide stand before us as a reminder of what war and hatred can lead to. We must never, ever let this happen again. Thank you. On va donc enchaîner par la lecture par Hélène du message de Charles de Courson, qui est député UDI de la 5e circonscription de la Marne. Hélène. Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à faire passer un message de soutien à cette belle initiative portée par le mouvement antiraciste européen EGAM depuis plus d'1 an. Le génocide contre les Tutsis est l'un des épisodes les plus meurtriers et les plus tragiques de l'histoire contemporaine, puisqu'en quelques mois seulement, près d'1 million de victimes ont été exterminées entre avril et juillet 1994. Face à l'ampleur d'une telle tragédie, il est de notre devoir, en tant que citoyens et d'autant plus en tant qu'élus du peuple français, de tenir un discours de vérité et de transmettre l'histoire de ce génocide. Comme le souligne le rapport parlementaire d'information sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre 1990 et 1994, la France a commis de graves erreurs d'appréciation sur ce conflit. Ne jamais reproduire ces erreurs et prévenir de telles atrocités constituent des objectifs fondamentaux que les dirigeants politiques doivent sans cesse se rappeler. C'est pourquoi des actions comme celle de l'EGAM, qui unissent devoir de mémoire, sensibilisation et mobilisation, ont toute leur place au sein du Parlement. Je vous félicite, mesdames, messieurs, pour l'organisation de ce colloque. Soyez assurés de mon soutien, notamment pour porter votre demande de création d'une délégation ministérielle pour enfin donner à ce génocide la reconnaissance nécessaire. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une journée pleine d'échanges fructueux. Merci beaucoup. Je demandais à Paul de lire le message de Geneviève Gaillard, députée socialiste de la première circonscription des Deux-Sèvres. Paul, message de Geneviève Gaillard. Mesdames, Messieurs, il est des moments dans l'activité d'un responsable politique dont l'importance dépasse de loin les devoirs de sa fonction lui impose. Ne pouvant être parmi vous aujourd'hui, et je le regrette, je m'invite par ce petit mot à vos côtés. En octobre 1990, débutait au Rwanda une guerre civile qui ne s'acheva qu'en juillet 1994 avec la victoire du Front patriotique rwandais, FPR. Mais la fin de la guerre marque aussi la fin d'un véritable massacre, celui d'une partie de la population, les Rwandais Tutsis. D'avril à juin 1994, au Rwanda, le XXe siècle aura été le théâtre d'une nouvelle barbarie, une horreur absolue, l'extermination planifiée de 800 000 personnes par des politiciens et militaires extrémistes, du seul fait de leur appartenance à un groupe social ou une communauté différente. La cruauté des souffrances qu'ont subies les victimes et la propagande qui l'a accompagnée témoignent du caractère monstrueux d'un projet génocidaire fondé sur la négation de la dignité humaine. L'argumentaire raciste, qui octroie le degré de qualité humaine en fonction d'une origine ou d'une appartenance, conduit inexorablement au crime. Le peuple rwandais, confronté aux extrémistes hutus, l'a vécu dans sa chair et l'a subi au plus profond de son être. La question que je me pose aujourd'hui se répète, comme elle s'est posée aux Rwandais. Que peut-on faire pour que plus jamais cela ne se reproduise ? Personne n'a la solution, mais chaque pierre apportée à l'édifice est utile. Le souvenir, la mémoire et la justice font partie des réponses. S'engager dans un travail de mémoire, organiser des commémorations, des rencontres est essentiel. L'ignorance des faits qui ont conduit à cette guerre et au génocide, des plus dramatiques aux plus incompréhensibles en passant par les plus controversés, même lorsqu'ils ont pu concerner l'État français, serait la plus sûre voie vers un effacement du souvenir des victimes de notre mémoire collective. La volonté de justice exige que nul ne renonce à la vérité des faits, fût-elle complexe. L'histoire nous enseigne, il s'agit là d'un antidote à la haine. C'est pour cela que je tenais aujourd'hui à vous témoigner ma plus profonde sympathie et mon plus fidèle soutien. Bon colloque. Merci beaucoup. Je vais demander à Susanna de lire le message de Helmut Scholz, qui est député européen du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique d'Allemagne. Dear participants and organizers of the colloquium dedicated to genocide against the Tutsis, the truth right now. As spokesman of the PGA Group at the European Parliament, I would like to convey you the best wishes for the forthcoming historically and socially very important work of the colloquium,
and wish you explicitly success within your work. Please use this invaluable opportunity to break the silence, to learn, to exchange, to meet, to debate, and to question together. Parliamentarians for Global Action is a network of over 1,300 individual legislators from 140 countries who strive to promote, among others, human rights, the rule of law, democracy, peace, and security. Over the years, issues regarding accountability, rights of victims, and right to truth for the most serious crimes of international concern, including genocide, including in the campaign of PGA for the International Criminal Court as a means to fight against impunity for international crimes. In this sense, we understand ourselves as part of the international struggle for peace building, within the world and within our societies, through a globalization of legal principles that guarantee at the end the indivisibility and universality of international law. This system of international law should in its core spread out a preventative effect to deter state crimes and collective destructiveness, combining the individual responsibilities for the most serious crimes, which was legally known since the Fourth Hague Convention for more than 100 years, with the, for a long time lacking, criminal prosecution. But for sure we know that the necessary punishment of crimes against humanity under the international law must and can only be part of a political and cultural workup within our societies. Through my experience, I have learned that historical accounting via truth-seeking and truth-telling is one of the most important steps in the difficult and complex process of reconciliation in war-torn societies. I grew up in a part of Germany where the Nuremberg trials, telling us the truth about Germany's responsibility for the unimaginable German crimes during the Second World War, were taking a central place in the cultural remembrance. I frequently attended in the recent past the conferences of the Liberation War Museum in Dhaka, Bangladesh, where, especially for the remembrance within their own society, the question of truth about the genocide in Bangladesh is permanently raised. We know that very difficult truth contraptions are running in Kampuchea and that the correspondent process in Indonesia began only right now, 50 years after the genocide. Concerning Guatemala, Sri Lanka, Congo, and Palestine, only to name a few, some of these processes have not yet started at all. But indeed, the right to truth is essential in order to address the past, avoid past mistakes, recognize the crimes committed, and acknowledge the harms and damage inflicted upon individuals by the state or other perpetrators. The acknowledgement of wrongs suffered can also help the process of forgiving and healing, and eventually deter acts of vengeance, counter rivalries, and hatred that may arise after the conflict. Moreover, the right to truth grants a central place to victims through their direct involvement, which is of the utmost importance, as they have to be included in the post-conflict reconstruction broader process. Truth commissions, for example, provide a public platform for victims and encourage public debate on sensitive and controversial subjects, and can also be very beneficial to society at large by recommending legal and institutional reforms in order to ensure greater promotion and protection of human rights. In Rwanda, there have been many efforts to understand the truth by a variety of stakeholders, including the Gacaca, which started in 2001 as community-led courts built on traditional community legal systems. The idea to rebuild a sense of unity while allowing for a dialogue on the community level through those Gacaca made them quite successful and central to move towards reconciliation. However, the right to truth and reconciliation cannot be considered as a substitute to the judicial system, but rather as a complementary process. Indeed, it has to be coupled with guarantees of non-repetition, such as legislative measures, access to basic rights, and individual accountability in judicial trials, which is an effective deterrent to future abuses of human rights and is necessary to break the cycle of impunity while reinforcing the reconciliation process. Such guarantees of non-repetition and judicial measures are also meant to promote human rights and prevent private revenge and retaliation, which can only fuel the cycle of violence. Indeed, it has been proven that the lack of accountability has led to great levels of impunity and repeated cycles of violence, as the 2011 World Bank report clearly stated. Victims have a right to truth and justice, and that it is thus necessary to respect and ensure, so as to contribute to establish the truth about the past, end impunity, and break the cycle of violence. Those are a precondition for peace and stability, development, and the effective promotion of human rights,
while ensuring the acceptance of the process by victims and affected communities, ensuring the success of any reconciliation process. This could be promoted also through an international abolition of the death penalty, hindering still too often on the conciliation processes of truth and justice. Thus, I encourage all initiatives such as this gathering to deal in an open manner with the past, even years after the events, such as in Rwanda, in order to secure a future for the next generation which is free of violence, hatred, and resentment. Yours sincerely, Helmut Scholz. Thank you very much. Thanks, Susanna. Thanks, Hélène. Je vais laisser la parole à Christine Priotto, maire de Dieulefit, très impliquée sur toutes les questions de génocide, qui connaît parfaitement le Rwanda, on s'est rencontrés à quelques reprises, et qui a notamment un partenariat entre Dieulefit et BCCRO. Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne suis pas députée, je ne suis pas diplomate, et je salue la présence de Jacques Cabal, qui est l'ambassadeur du Rwanda en France. Mais pour diverses raisons, ma commune, qui est donc une petite ville dans le sud de la Drôme, qui s'appelle Dieulefit, Benjamin, ne mets pas de thé à la fin, s'il te plaît. Pour diverses histoires, a maintenant en fait son destin lié avec celui du Rwanda. D'abord parce que Jean Carbonard, que peut-être certains d'entre vous connaissent ici, habitait à Dieulefit, et que par la suite, donc, il y a une association qui s'est mobilisée. Dieulefit, c'est un village qui s'est illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous avons accueilli de nombreux réfugiés juifs et non justes, juifs et non juifs, pardon, qui fait qu'aujourd'hui, souvent on dit Dieulefit, le village des justes. Et moi, je suis maire depuis 2008, et quand cette association qui s'appelle Inoreza Dieulefit s'est présentée à moi pour me dire qu'il souhaitait qu'on s'engage aussi dans ce mouvement de reconnaissance du génocide des Tutsis au Rwanda, et au-delà, pour tisser des liens avec le Rwanda, j'ai tout de suite répondu présent, sans doute aussi parce que le passé de ma commune m'oblige. Et donc nous avons signé un pacte d'amitié en 2010, et maintenant régulièrement nous menons des actions là-bas avec une région qui s'appelle le district de Karongi, où se trouve le triste village de Bicécéro, où a eu lieu l'opération turquoise, et où malheureusement la France a laissé un souvenir plus que déplorable. Et donc, en 2014, je me trouvais là-bas avec une délégation, et on vient me dire « Mais qui sont ces jeunes ? Madame le maire, qui sont ces jeunes ?» Et donc, c'est comme ça que j'ai eu la grande chance de rencontrer là-bas sur place beaucoup d'entre vous, dont certains que je connaissais déjà, donc dans la délégation organisée par EGAM. Et je peux vous dire qu'à l'époque, cette visite a eu au Rwanda un retentissement très important, car les points d'interrogation du début de votre visite se sont rapidement mués en remerciements de voir cet engagement et cet espoir de tous ces jeunes qui s'engageaient notamment pour essayer de rétablir la vérité entre le Rwanda et la France. Alors nous, que faisons-nous à notre petit niveau ? Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas diplomates, je ne suis pas parlementaire, peut-être un jour. Mais on s'est dit, ce qu'on va faire, on va essayer de faire la réconciliation et la réparation par la preuve. C'est pour ça que nous essayons de mener des actions très concrètes. Par exemple, nous avons construit une école à Bicécéro, vraiment sur le lieu même des exemptions qui font tant débat aujourd'hui. Et ensuite, nous avons voulu construire un collège, et là, tout naturellement, parce que moi je suis une bonne républicaine, je me suis dit, je vais aller voir le gouvernement de la France, qui fait tant d'actions de coopération décentralisée dans plein de pays en Afrique. Et donc, je vais demander un dossier pour pouvoir construire ce collège. Et là, j'ai vu s'installer effectivement ce qu'a décrit Patrick de Saint-Exupéry tout à l'heure, c'est-à-dire la gêne. Donc, l'ambassadeur m'a reçu très gentiment. Les gens au ministère m'ont tous reçu très gentiment. Mais en vérité, nous n'avons jamais obtenu un seul centime, alors que nous demandions une somme très, très modeste, qui était de l'ordre de 30 000 €, je crois. Voilà. Donc, la gêne, elle existe aussi à ce niveau-là. Nous offrions la possibilité très concrète à la France de dire oui, nous voulons arriver à dépasser et montrer de façon concrète que nous pouvons renouer des liens avec le Rwanda, parce que nous, grâce à notre association, je tiens à vous le dire, nous sommes accueillis
à bras plus qu'ouverts quand nous allons à Bicécéro. Et c'est dire la capacité des Rwandais d'avoir surmonté cette époque tragique et de se projeter dans l'avenir. Et nous, c'est ce mouvement-là que nous voulons accompagner. Eh bien, c'est vrai que sur ce dossier-là, nous n'avons pas et nous n'avons toujours pas le soutien de la République française. Et je tenais aussi à apporter ce témoignage-là aujourd'hui, parce que s'il est important d'entendre des paroles de réparation, il est aussi parfois plus facile de poser des actes, et même sur ce point-là, ça n'a pas été le cas. Voilà, je conclurai en disant que pour moi, la France, elle commet une double faute dans ce dossier avec le Rwanda. D'abord, c'est une faute morale, on l'a dit tout ce matin, qui perdure depuis 20 ans. Alors que ça a été dit par notre ami belge, on voit que la Belgique a été quand même beaucoup plus en capacité de se reprendre. Mais je pense qu'aussi c'est une faute de diplomatie et de stratégie internationale, parce que le Rwanda, c'est un pays qui est en train de grandir et de se développer, et qui va avoir un rôle majeur dans la diplomatie africaine des prochaines années. Et la France sera tristement absente, parce qu'elle a refusé de renouer un dialogue avec ce pays. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, et aussi de garder l'espoir, parce que la France et le Rwanda ont un avenir ensemble, et l'amitié franco-rwandaise existe. Donc merci beaucoup Benjamin d'avoir organisé avec tous ces jeunes cette belle journée d'aujourd'hui, et engagez-vous et continuez. Merci beaucoup Christine. On essaie en effet de suivre la voie que notamment tu as tracée avec quelques autres. Maintenant, je vais laisser la parole à Barbara Romagnan et à Julie Ward. Donc c'est la lettre que nous, parlementaires français, adresserions à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, d'avril à juillet 1994, plus de 800 000 personnes ont trouvé la mort dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Plus de 75% de la population Tutsi a été décimée. Chaque année, le 7 avril, les Rwandais se réunissent pour commémorer cet événement tragique. Partout dans le pays, des mémoriaux sont fleuris à la mémoire des victimes et de leurs proches. Chaque année, depuis 2014, une délégation de jeunes Français et Européens, coordonnée par le mouvement antiraciste européen, EGAM, est allée se joindre à ces cérémonies. Ces jeunes ont pu rencontrer des rescapés du génocide, des justes, des dirigeants d'associations étudiantes, ainsi que des personnes condamnées pour leur action au moment du génocide. L'accueil qui leur a été réservé nous donne la mesure de l'importance de la visite de représentants français au Rwanda. Nous avons partagé cette histoire, nous devons partager cette mémoire commune. La France doit en effet faire preuve de la plus grande transparence, comme l'a estimé le président de la République. Son implication est aujourd'hui essentielle dans la reconstruction de la mémoire collective au Rwanda. Elle a opéré le 7 avril dernier la déclassification partielle des archives de la présidence française concernant les actions qui ont été menées au Rwanda dans l'été 1994. Cet acte marque un premier pas symbolique pour répondre à la nécessaire exigence de vérité qui s'impose au nom du devoir mémoriel. Il en appelle néanmoins d'autres. Nous, parlementaires de tous bords politiques, estimons que la France doit aller plus loin et souhaitons nous unir aux Rwandais lors de la commémoration du génocide qui aura lieu le 7 avril 2016. Ainsi, nous déclarons soutenir une délégation parlementaire en avril prochain, à laquelle certains d'entre nous participeront. Une délégation ministérielle constituerait à ce titre un appui symbolique de taille à notre démarche et enverrait un signal fort d'apaisement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. En espérant pouvoir compter sur votre soutien sur ce dossier essentiel, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre haute considération. Bien sûr, pardon. Noël Mamère, Dany... Je dis seulement les noms ? D'accord. Noël Mamère, député écologiste de Gironde, Daniel Auroy, député écologiste du Puy-de-Dôme, Brigitte Alain, députée écologiste de la Dordogne, Michel Bonneton, député écologiste de l'Isère, Fanélie Carré-Comte, députée PS de la 15e circonscription de Paris, Sergio Coronado, député écologiste de la 2e circonscription des Français établis hors de France, Charles de Courson, député UDI de la 5e circonscription de la Marne, Cécile Duflot, députée écologiste de la 6e circonscription de Paris, Hervé Ferron, député PS de Meurthe-et-Moselle, Geneviève Gaillard, députée socialiste de la 1re circonscription des Deux-Sèvres, Jean-Marc Germain, député socialiste de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, Meyer Habib, député UDI de la 8e circonscription des Français établis hors de France, Paul Molac, député écologiste du Morbihan, Barbara Romagnan, députée socialiste du Doubs, Jean-Louis Romégas, député écologiste de l'Hérault, Eva Sass, députée écologiste de l'Essonne.
Maintenant en française. Déclaration des députés européens et membres des parlements d'Europe en soutien aux parlementaires français. Nous, députés du Parlement européen et membres du Parlement de l'Europe, qui soutenons la Constitution ou feront partie de la délégation parlementaire française et européenne qui se rendra au Rwanda le 7 avril 2016 avec la société civile européenne rassemblée autour du mouvement antiraciste européen, EGAM, pour participer aux commémorations du génocide contre les Tutsis en 1994, soutenant la demande de nos homologues français de constitution d'une délégation ministérielle pour participer à ces commémorations. Déclaration signée par 24 députés du Parlement européen et membres du Parlement de l'Europe de 14 pays. Député du Parlement européen, Brando Benefi, socialiste italien. José Bové, Green French. Klaus Buchner, Green from Germany. Richard Czarnecki, he's Vice President of the European Parliament from the Conservatives and Reformist Group from Poland. Karima Deli, she's Green from France. Frank Engel from the European Democrats, Luxembourg. Cornelia Ernst is from the United Left from Germany. Jose Faria from the Democrat Liberation for Europe from Portugal. Jean Lambert, she's co-president of the Green Alliance from Britain. Philip Lambert's co-president of the Green Alliance from Belgium. Monica Macovei, the EPP group from Romania. Claude Moraes, who's president of the Committee of Civil Liberties and Justice for Internal Affairs, who's a socialist from the UK. Sirpa Pietikainen, who's from EPP from Finland. Michel Rivasi is Green from France. Christelle Chaldemos is from Socialists Denmark. Saba Sogor is from EPP Romania. Bart Staes is from the Green Alliance from Belgium. Ernest Urtasun is a Green from Spain. Julie Ward is me from the United Kingdom, Socialist. Joseph Weidenholzer is Socialist from Austria. And Boris, who is with us today, Boris Zala, is Socialist from Slovakia. And the membre du Parlement européen, Peter Maywalder, who's from the Bundestag, is a Green member of the Bundestag in Germany. Andrew Mitchell, who's here today, who's the Secretary of State for International Development. That's why it says ancien. Old Secretary of State for Development International. Former, yes. Yeah, that word ancien seems really odd, but former Secretary of State for International Development for the Conservative Party for the United Kingdom, correct. And Tabea Grotner, who's from the Bundestag and is President of the Committee for Culture and Media, who's a Green from Germany. There we are. No, you did it perfectly well. Thank you very much for this effort. Just a very... so this is really, as you know, really historical that there is a letter from the members of Parliament of France to ask for a ministry delegation. And it's also really historical that there is so much support from the members of the European Parliament. Of course, in the coming days and weeks, we can have more people sign, but already this number of support is really completely new. And it means that all these people support or will be part of the parliamentary delegation to go to Rwanda to commemorate the
genocide against the Tutsi in Kigali. I know the morning has been very long. Je vais recommencer à parler en français, pardon. La matinée a été très longue. Je vous remercie vraiment de votre patience. Avant de partir déjeuner et de reprendre cet après-midi un petit peu plus tard que prévu, je vais laisser quelques mots de conclusion à Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Jacques Kabele. Merci Benjamin. Je ne vais pas prétendre. Oui. Je ne vais pas prétendre conclure une matinée comme celle-ci. Tout ce que je peux dire, c'est je suis grippé malheureusement et donc ma voix aura peut-être du mal à sortir, peut-être en retournant le micro. Je voulais vraiment sincèrement remercier tous les orateurs qui sont intervenus ce matin et surtout remercier EGAM qui a pris l'initiative de cette rencontre, de ce colloque et qui a pu inviter tous ses amis, ces personnes engagées qui n'hésitent pas à dire des choses et parfois à s'afficher contre un courant qui ne peut plus se cacher. La vérité, c'est quelque chose en principe de simple. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants, que quand elles disent la vérité, c'est beaucoup plus simple, elles sont légères après, elles ne doivent pas imaginer, et elles peuvent le répéter tout le temps, puisque c'est la vérité. Mais je constate que la vérité peut être aussi difficile à porter et à exprimer. Le Rwanda a pu affronter cette réalité, cette vérité de son histoire, mais nos partenaires, pour ne pas les citer, notamment la France, a encore du mal à affronter cette histoire et cette vérité. Et nous le constatons dans beaucoup de choses. La difficulté de juger un seul cas en 21 ans, la difficulté d'extrader aucun, jusqu'à ce jour, aucun suspect du génocide n'a été extradé vers le Rwanda. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal ici en France. Je peux dire même que c'est la France qui détient le plus grand nombre de suspects du génocide dans le monde. C'est extrêmement difficile. Et même, regardez, la difficulté de déclassifier, c'est-à-dire de mettre à jour la vérité qui est détenue dans les archives. Il est vrai qu'on a parlé de certains archives qui ont été déclassifiées par l'Élysée, mais nous savons tous que c'était des vérités qui étaient déjà connues, mais que les véritables dossiers classés défense, secret défense, le sont toujours et donc n'est toujours pas mis à jour, et c'est ça qui bloque aujourd'hui l'appareil judiciaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais encore une fois féliciter EGAM et surtout la constitution de ce réseau des députés. Je crois que c'est la solution réellement pour un partenariat plus franc et plus vrai entre nous. Et je crois que c'est ce réseau qui va apporter peut-être plus de vérité et plus d'énergie aux différentes à l'Assemblée et au Sénat. Et donc j'invite ce réseau et ces membres qui constituent ce réseau, ce nouveau réseau, à venir au Rwanda, et ils seront très bien reçus. Ils auront accès à leurs homologues, les députés, les sénateurs,
ils pourront s'exprimer, ils vont découvrir un pays où on peut s'exprimer. Peut-être qu'ils seront complexés parce que notre Parlement est effectivement composé d'un grand nombre de dames, de femmes, mais ils verront que c'est une richesse et c'est une richesse qu'ils pourront peut-être même exporter du Rwanda. Je vous remercie.